En tout cas, merci. Merci déjà à ceux qui ont fait l'effort de venir à l'heure. C'est top. On a 3/4 d'heure, il me semble. Hein, c'est ça, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, on va pouvoir échanger. 3/4 d'heure, on va se tenir devant vous. On va pas s'asseoir, nous. Hein, donc, si vous nous en voudrez pas, si à un moment donné, on fait bien un peu sur les genoux. Mais on va essayer de garder. Voilà, on en a encore un peu qui rentre, mais allez, on va y aller. Je vais prendre la petite zapette qui va bien. L'idée, c'est pas de vous dérouler une centaine de slides. On en a juste fait 200, vous inquiétez pas. L'idée, c'est plutôt de se baser en fait sur les échanges qu'on va avoir avec deux personnes qui maîtrisent le sujet. Déjà, la proximité client, l'expérience client. Alors c'est marrant, c'est deux thèmes souvent récurrents. L'expérience client et puis l'IA. Alors l'IA, on la met à toutes les sauces. Hein. Ça fait maintenant quasiment plus de 2 ans et demi qu'on parle de l'IA partout, l'IA tout le temps. Mais bon, ça s'illustre en fait, parce que justement, comme on n'arrête pas d'en parler, il y a un moment donné, on se dit, ok, mais ça se concrétise comment finalement? Comment on utilise vraiment l'IA pour s'améliorer? Est-ce que s'améliorer, c'est forcément de la productivité? C'est un peu tous les sujets qu'on va voir aujourd'hui. Pour m'accompagner, donc déjà je vais me présenter vu que j'ai le micro, comme ça hop je démarre. Donc Emmanuel Chomeau, je suis le CRO de Ringover, donc CRO, Chief Revenue Officer. Vous savez bien que dans les boîtes tech on aime bien les anglicismes, hein, donc allez-y, on en met un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gère les sales, le marketing, les ops, le care, et donc j'ai cette chance. Mais c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui, je vais juste me permettre d'interviewer deux personnes. D'abord, Johan Schranowski, donc qui nous intéresse parce que l'expérience client, t'es dedans, hein, Head of Customer Care chez Penny Lane. Donc on va nous décrire un peu ça. Et puis Juan Abella, que j'ai la chance de côtoyer au quotidien chez Ringover. Et c'est les deux personnes à qui je vais poser des questions. C'est eux que je vais mettre sur le grill. Alors à la fin, ce sera vous qui leur poserez plein de questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas. Notre but, c'est d'aller en tirer toute la substantifique moelle pour ça. On va démarrer par une grande question et puis ça va nous permettre de faire une introduction. Johan, tu démarres. Déjà, représente-nous un petit peu. J'ai été très vite sur ton titre. Rapidement, ce qu'est Penny Lane. L'expérience client, pour toi, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qui va nous guider un peu aujourd'hui, quoi? On en parle juste, bon ok, allez, les clients, on leur répond et puis passer à côté. Allez, présente-nous tout ça. Bonjour tout le monde. Merci Emmanuel, merci Juan, merci Ringover de m'inviter pour cette intervention. Ça marche? Parce que je m'entends pas. Non, c'est bon? Ok, merci. Je m'appelle Johan Schranowski, je suis responsable du support chez Penny Lane. Donc Penny Lane qui est une solution à la fois de production comptable à destination des cabinets d'expertise comptable et à la fois une solution de gestion financière pour les entreprises, les TPE et les PME. Et donc moi, on a deux audiences chez Penny Lane, vous l'aurez deviné maintenant. On a à la fois les cabinets d'expertise comptable et les dirigeants d'entreprise pour leur gestion financière. Donc on est découpé chez Penny Lane de façon à accompagner, une équipe accompagne les cabinets d'expertise comptable et une équipe accompagne les dirigeants d'entreprise. Et donc moi je m'occupe de la partie support à destination de ces dirigeants d'entreprise là. Donc équipe support qui est composée aujourd'hui d'une 40aine de personnes. On accompagne 130 000 clients aujourd'hui, donc de divers types d'entreprises, c'est des TPE, des PME, des franchises, voilà, on couvre un peu tout le scope de type d'entreprise. Et donc mon équipe support est composée de 3, on va dire, tiers. Donc il y a trois équipes, mon équipe est divisée en 3 équipes. Donc première équipe qui est une équipe de tier 1 qu'on a externalisée au Portugal et qui gère les demandes, ce qu'on appelle structurées. Donc je suis dans un salon de customer qui s'appelle All for Customer. Donc je pense que tout le monde sait de quoi je parle, mais du coup là où on apporte de la réactivité, de l'efficacité, de la masse pour répondre à nos demandes les plus récurrentes. Ensuite on a une équipe tier 2 en interne qui est composée d'une 15aine de personnes et qui s'occupe, donc qui est principalement composée d'experts produits, mais aussi de comptables, de personnes qui ont à minima une dizaine d'années d'expérience voilà, dans la gestion financière des entreprises et puis qui accompagnent
nos dirigeants aussi qui utilisent Penny Lane tous les jours lorsqu'ils ont des questions, et une équipe Tier 3 qui est l'équipe Technical Support qui répond aux questions de nos clients quand ils sont confrontés à des issues techniques, des bugs et tout ce qui fait mal, voilà, et quand il y a besoin d'une intervention. Donc pour te répondre, Emmanuel, pour moi l'expérience client c'est quoi? Alors on est une société... C'est de répondre à un ticket et de faire en sorte que... Exactement, c'est ça, c'est de répondre à un ticket et puis de faire en sorte de le clôturer le plus rapidement possible. Non, alors c'est ce qu'on aurait tendance à faire, on appelle scalabilité. Dans les startups on a ce mot facile, scalabilité. L'idée c'est d'avoir un rapport avec le client qui est le moins de proximité possible. On essaie d'éviter le client, on essaie d'aller le plus rapidement possible, de faire le plus de demandes avec le moins d'argent possible et avec des personnes qui coûtent le moins cher possible. Nous c'est pas ça qu'on fait chez Penny Lane. Justement, je vous parlais de profil, de qualité, de seniorisation de l'équipe, des comptables, etc. Ben, nous, c'est ça l'expérience client, en fait. C'est d'avoir cette proximité avec le client, d'aller à son contact, de résoudre des problèmes, mais d'aller au-delà du problème. J'aime bien dire, alors c'est un peu controversé pour une personne du support, ce que je vais dire, mais on ne fait pas que clean sheet, on ne fait pas que résoudre des problèmes. On essaye d'aller au-delà, surtout pour une solution de gestion financière, on essaye d'aller au-delà de la demande, de voir ce qui se passe entre les lignes. Et c'est de cette manière-là dont on forme nos clients, nos équipes en interne aussi. On essaye de voir en fait quelle est la question sous-jacente que nous pose le client. Si voilà, il a un problème pour gérer ses... on a une plateforme qui permet de gérer par exemple les factures d'achat. Si le client, pour vous donner un exemple concret, hein, nous pose une question parce qu'il n'arrive pas à gérer ses factures d'achat, mais en fait on se rend compte qu'il s'agit de notes de frais et qu'on a un module très bien fait pour gérer les notes de frais, mais il n'utilise pas du tout ce module-là, mais il utilise plutôt le module de gestion des facturations, d'import des factures d'achat. Et bien du coup on n'est pas dans le bon use case avec le client. Et c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on forme nos équipes. On forme nos équipes à aller au-delà de la question, aller à son contact. Quels sont ses enjeux business, quelle est la question derrière la question et comment on fait pour satisfaire sa demande, mais au-delà de la façon dont il nous a posé la question avec ces mots. Et puis pour ça, il y a plusieurs outils, on va y revenir un peu plus tard, je pense. Il y a plusieurs outils pour booster l'équipe et faire en sorte de la rendre la plus productive possible et de faire en sorte de la mettre dans une position le plus confort possible avec le client. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille chez Penny Lane. Moi, je sais pas vous, moi j'ai toujours l'impression d'entendre un rêve. Chaque fois que j'entends ça, il y a une vision qui est toujours portée finalement par les gens du CARE qui disent on anticipe tout, on va répondre, on va au-delà. Et puis souvent j'ai la petite image du directeur financier qui est de l'autre côté qui dit ouais, enfin attention, on va pas y mettre trop de ressources, il faut le contrôler. Donc du coup c'est toujours un équilibre. Tu as le même problème, Juan, déjà présente-toi. Et pareil, l'expérience client, tu vas encore nous dire ah ben oui, on va résoudre tous les problèmes de la terre entière, ou comment tu arrives à arbitrer le curseur? Oui, bien sûr. Et bon, déjà bonjour, Juan Abella, responsable des équipes CARE et opérations chez Ringover. Et les équipes CARE chez Ringover, ils vont comporter une grande panoplie vraiment des typologies des clients. Pas seulement, bien sûr, on a la distribution des tiers, comme tout le monde, mais de la même façon, on a la partie service client pur et dur, la partie service support technique, les technical account managers, les customer success, les supports de la portabilité. Pour ceux qui sont un peu sur la partie téléphonie, vous allez comprendre. Hein, la portabilité, quand vous êtes parfois dans un service des opérateurs mobiles, vous voulez garder votre numéro, il faut le porter vers d'autres opérateurs pendant que vous changez, même chose. Donc tout ça, c'est des services à la clientèle, bien sûr. Et bien évidemment, les problématiques qui arrivent dans chacun de ces services, elle est totalement différente. Par contre, continuez à être les mêmes clients, continuez à être les mêmes clients qui ont besoin d'avoir une solution, peu importe où il tombe. Soit sur la partie success, il a besoin de comprendre son produit, soit sur la partie support, il a un problème, sur la partie technique, il veut comprendre quelque chose techniquement, sur la portabilité, sur l'upsell, sur les cross-sell. Donc, bien évidemment, tout ce qui va concerner les services à la clientèle en elle-même, l'expérience de notre client, là où on veut aller, il faut que toute cette expérience, peu importe où il tombe, soit parfaite, que les clients, même s'il a un problème, quand il va communiquer avec nos équipes, il faut qu'il sorte et qu'il finalise sa communication et qu'au moins il soit content de la communication qu'il a eue. Ce n'est pas forcément dire qu'à chaque fois on va résoudre tous les problèmes d'un seul coup d'œil,
et d'un claquement de doigts, voilà, c'est fini, tous les problèmes sont résolus. Bien évidemment, ce n'est pas possible. Par contre, il faut que les clients puissent être accompagnés, puissent être informés. Et l'expérience à la clientèle, comme Johan l'a dit, ça va concerner tout ça. Nos équipes d'équerre, nos équipes qui sont en contact avec les clients, sont bien sûr le baromètre de qu'est-ce qui se passe chez nous. C'est eux les premiers qui vont être au courant des différents, peut-être nouveaux problèmes qui sont en train d'arriver, des possibles évolutions de notre produit, ou peut-être même de ce qui est en train de bien fonctionner. Donc, toutes ces équipes de service client, des contacts avec nos clients, ils doivent avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir bien communiquer avec nos clients, pour communiquer avec nos clients. Et c'est là où on va voir justement tout à l'heure, comme on l'a dit, comment tous ces différents outils et toute l'intelligence artificielle, mais pas que, va nous aider à donner un meilleur service et une meilleure communication à nos clients. Ouais, je me souviens d'une phrase que tu m'as dit un jour en disant à l'heure actuelle on trouve des outils pour tout, donc si on veut faire le café on peut trouver des outils pour tout, mais ça nécessite par contre une chose, ça je m'en souviendrai, tu m'as dit mais le truc c'est qu'il faut définir, on est là pour améliorer l'expérience client. Alors le premier point c'est ok, on est là pour faire un use case, pour le partager avec vous, mais du coup on va s'intéresser à quoi? On a pris l'expérience, donc effectivement sur ton cas Johan, en disant ok c'est quoi d'abord ce que tu vas mesurer et finalement ce que tu vas chercher à améliorer, parce qu'on pourrait le prendre par plein d'angles et d'ailleurs on va en aborder plusieurs, mais allez on s'est dit on va en prendre deux, en tout cas c'est des éléments que tu nous as donnés. Tu peux nous décrire ces deux-là, un peu comment ça envoie et surtout ce que tu as fait finalement là-dessus, je pense que ça intéresserait. Déjà, un, est-ce que c'est les bons indicateurs? Donc j'aimerais bien avoir ton retour sur ok et voir s'il y en a d'autres. Et deux, ok, sur celui-là, comment je l'ai mis en place, comment je l'ai amélioré? Est-ce que ce sont les bons indicateurs? Je suppose, en tout cas, ça nous a permis de passer un cap dans l'accompagnement de nos clients tous les jours. Enfin, en tout cas, depuis que je suis arrivé chez Penny Lane, ça fait à peu près 2 ans, on est passé de 6 000 clients à 130 000 clients, donc il a fallu Déjà, en fait, joli score, bravo. Merci. Et il a fallu en fait qu'on commence par quelque chose et on s'est dit bon ben on va commencer notamment par être plus productif et rendre nos clients plus contents que ce qu'ils ne le sont. Donc, enfin, nos équipes plus productives et rendre nos clients plus satisfaits qu'ils ne le sont. Donc, la productivité de l'équipe, ça passe forcément par le temps de résolution. Pareil, hein, je vais revenir sur ce que j'ai dit juste avant, mais en fait, généralement, en start-up, pas toutes les start-up, mais généralement dans les start-up B2B, SaaS, on a tendance à éviter un peu le client. Là, en fait, l'idée, c'était de se dire, en fait, de pas du tout éviter le client, mais d'aller à son contact, en fait, et de faire en sorte que toute l'équipe soit concernée par le support et par les problèmes qu'ont nos clients. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une valeur chez Penny Lane qui s'appelle Support SMEs, donc supporter les sociétés. Ça veut dire que tout le monde doit le faire. Pour ça, on a mis, petite parenthèse, mais on a mis en place un programme chez Penny Lane qui fait que tout le monde, toute la boîte peut s'inscrire pour faire du ticket, une demi-journée. Et on a Arthur, notre CEO. Mais forcé ou c'est avec grand plaisir? Initiative. Et c'est même dans les équipes produits, dans les équipes RH, dans les équipes marketing, c'est même une étape obligatoire lorsqu'il y a une nouvelle personne qui arrive à l'onboarding. Okay. Donc, moi je sais que je serais incapable, enfin je passe une journée, la notion, la relation clientèle qu'il faut avoir et la capacité, et vous dites non on y va, le client de toute façon faut que tout le monde se comprenne, faut que tout le monde comprenne en fait et se sensibilise à ça. Et donc du coup voilà, on s'est dit aussi comment, alors on a des questions qui sont quand même très compliquées, je considère qu'elles sont très compliquées. Quand on a un client qui vient nous voir parce qu'il a un problème de lettrage et que du coup il faut voir toutes les lignes sur son grand journal qui ont été lettrées, délettrées, c'est pas la bonne transaction, il manque 1 centime, il manque 4 euros, il manque 3 euros, etc. Il y a des problèmes et donc du coup on peut vite passer du temps dans l'investigation et moins passer de temps avec le client et faire en sorte de lui répondre rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est concentré en fait sur le temps de résolution. Donc c'est-à-dire qu'avant on avait des équipes qui étaient front et des équipes qui étaient back, donc on avait des équipes qui répondaient aux clients et des équipes qui investiguaient. Depuis, on a mis des équipes, et vu qu'on a un panel de compétences qui est quand même assez large dans l'équipe, on a mis des équipes qui répondent à tous les clients en fonction du typologie de la question. Donc si une compétence classique, fonctionnelle est sollicitée, on va mettre par exemple des personnes qui sont expertes en produits. Si une compétence de pilotage,
de trésorerie est sollicité, bon, bah, on va mettre plutôt les comptables. Et si on a un sujet technique API avec une intégration avec un CRM par exemple pour avoir tout un flux de génération de la facture jusqu'à la relance du client pour recouvrement, ben, ça par exemple ça va être une personne plus technique. Mais du coup on passe de 4 minutes de résolution à 1 mois et demi de résolution, quoi. Donc, mais du coup les outils pour traquer tout ça, comment tu vas suivre ça? Après on est sur des outils de ticketing classique, donc on est avec Intercom, on est avec Zendesk aussi, et donc du coup c'est comme ça en fait, dans un premier temps qu'on s'est dit bon, bah, chacun va prendre le support et chacun prend sa part du gâteau, donc ce qui fait qu'il y a une meilleure répartition déjà du workload, de la charge de travail par personne, et puis aussi avoir une meilleure répartition des compétences, donc c'est-à-dire que quand il y a une demande qui arrive d'un client où la compétence est sollicitée, bon, bah, ça va directement à la bonne personne, à la bonne équipe, à la bonne personne au bon moment. Et c'est comme ça, déjà dans un premier temps, qu'on a réussi à faire en sorte de réduire notre temps de résolution. Et la deuxième chose, c'est qu'on fonctionnait principalement par écrit. Et puis après, là est arrivé le téléphone. Donc le téléphone, on n'a pas voulu faire de téléphone entrant, de donner accès à nos clients à un numéro de téléphone, parce qu'on a beaucoup de questions qui nécessitent du contexte et de l'investigation pour pouvoir répondre aux clients. Quasiment sur 100% des demandes, on a besoin de se connecter sur l'interface du client pour savoir quel est le problème et rentrer dans l'investigation. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas d'appel entrant, mais on fait de l'appel sortant. Et pour ça, on a choisi Ringover, justement pour faire en sorte de passer moins de temps sur les conversations sur lesquelles il fallait expliquer des choses à des personnes qui sont plus ou moins confortable avec une plateforme nouvelle sur des sujets qui traitent depuis des dizaines d'années sur lesquels ils étaient, enfin en tout cas ils étaient sur un marché avec des solutions qui étaient quand même assez vieilles, et là on est sur des solutions qui sont nouvelles, donc en plus de traiter leurs problèmes, on doit en plus de ça faire de l'éducation et leur montrer comment utiliser la plateforme, et donc du coup le téléphone nous aide beaucoup. Parce qu'au lieu de passer une journée de conversation avec une personne qui a toujours eu l'habitude de faire sa comptabilité ou son pilotage de trésorerie d'une certaine manière, ben, en un coup de téléphone, et tout le monde prend le téléphone chez nous, ben, on a réussi, comme le dit très bien la slide, à réduire de 63% de notre temps de résolution, et ça on en est hyper content. Surtout que tu utilises toute la transcription, c'est le système finalement, tout va s'injecter, traduire automatiquement, c'est plus que de la voix. Tu disais ok on est sur de la voix, sur de l'appel sortant, mais finalement toute l'analyse qui est derrière n'est pas que sur la voix. Oui, oui tout à fait. Après on va aussi regarder les écrits, et puis ça va permettre aux managers de piloter, d'améliorer, de coacher, etc. Donc, ouais. C'est des choses. Donc toute l'analyse des mots-clés conversationnels, complètement mis en place, piloté et tout. Pas tout à fait. Pas tout à fait. On va y venir. Il y a un sujet qualité des échanges, mais il y a aussi, on a des sujets. On a un sujet produit. On a un produit qui est renté sur ce qu'on appelle un legacy market. Donc on est face à des grandes sociétés qui sont là depuis des dizaines d'années. Nous, ça fait 3 ans qu'on est là. Et donc du coup, on se doit d'avoir aussi un produit qui va très très vite. Avec des sorties de fonctionnalités qui vont très très vite, hein. On n'a pas de cycle de sortie de fonctionnalités, tous les jours on en sort au moins 5 ou 6, donc ça va très très vite et il faut suivre aussi. Donc ça aussi on essaye de le traquer par la voix, par la retranscription, pour voir en fait ce que veulent nos clients, un peu jauger et voir comment notre produit avance aussi, sans pour autant, parce qu'on a un produit qui avance hyper rapidement, mais sans pour autant qu'il y ait de frustration sur la stabilité du produit, et c'est pour ça aussi qu'on utilise ces échanges. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement. Quand on se développe, on a de plus en plus finalement d'appels, de conversations, donc ça commence à se remplir, on voit partout. Et puis c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire comment on va récupérer la donnée, comment on sait de quoi ça va parler, finalement ce qui est en train de popper. C'est pour ça que je te faisais un teasing sur les mots-clés, parce que je sais que c'est un des éléments qui est finalement le plus utilisé dans notre produit, en disant bah ok, à partir du moment où finalement on a réussi déjà à avoir toute la conversation avec une plateforme, c'est très bien, mais la transcription et l'analyse, c'est là où on y va. Donc je commence à faire doucement une transition effectivement vers l'IA. Parce que c'est là où on commence à voir. On a plein d'autres cas et je suis ravi que tu commences à l'utiliser, parce que je sais que c'est un des points que toi tu as, c'est-à-dire toute l'analyse des mots-clés et des retours en disant bon, en fait c'est toujours les lois de Pareto, j'ai l'impression, donc si on veut aller gagner du temps de résolution, il faut aller détecter finalement quels sont les mots-clés qui sortent le plus souvent, quoi. On est d'accord? Ah, totalement.
Totalement. On va en parler effectivement un peu plus tout à l'heure. Mais oui, l'analyse des conversations, de rétranscription, des mots-clés, de l'état de sentiment vraiment du client, soit au téléphone, soit directement via un ticket, c'est indispensable pour pouvoir prévoir des actions déjà. Et surtout pour savoir comment on va parler à un client depuis le moment de son appel. On sait déjà quel est son sentiment, s'il est énervé, s'il n'est pas énervé. Des mots-clés qui sont à l'intérieur, forcément, qui vont nous laisser derrière pouvoir faire toute l'analyse des problématiques remontées. Parfois, quand on a des problématiques communes qui commencent à arriver, on n'a pas forcément seulement besoin de la partie ticketing pour les comprendre, mais aussi la voix va nous aider sur ça. Ouais, donc je me souviens il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler, il y a 5 ans hein, bien sûr, on va y croire. On avait besoin du care, de toutes les remontées, et puis finalement ça s'automatise. Ceci dit, dans vos discours, je distingue toujours 3 sujets, et donc ça démontre qu'on a bien fait la presse par la suite. C'est le premier, finalement, on y revient hein, quand même, on a toujours l'impression, mais le premier c'est, ok, qu'est-ce qu'on appelle la qualité, quoi. Et pourtant, il y a des études qui sortent et qui disent la qualité se dégrade. Alors, je trouve ça un peu dur, et en même temps, l'élément que ça renverse quand on analyse cette étude, c'est de se dire oui, mais maintenant le B2B en fait va appliquer quasiment les mêmes codes que le B2C, c'est-à-dire l'instantanéité de la réponse, le fait qu'on puisse l'avoir, le fait qu'en plus on puisse s'adresser de multicanal, donc tout ça nécessite finalement d'aller aborder une solution, non pas sur simplement la voix. Bon, avant je prenais mon téléphone, alors là toi tu nous as dit, bah, de toute façon maintenant ils n'ont même pas mon numéro, donc comme ça on est tranquille, on va l'utiliser en sortant, et le B2B a quand même encore une migration à faire. Pourquoi? Parce qu'on est sans cesse en train de courir finalement par le B2C, quoi. Est-ce que tu as le même sentiment en termes de qualité, que effectivement ça se dégrade, mais ou est-ce que en fait c'est le challenge plutôt qui augmente, c'est-à-dire qu'on l'a partout? Comment vous avez pris cette casquette? Ben, moi c'est surtout cette course à l'instantanéité où j'ai un peu de mal. Alors pareil, hein, je remets les pieds dans le plat, mais on est toujours à rechercher l'instantanéité, la rapidité, répondre vite aux clients, leur servir le plus rapidement possible, etc. Alors pour avoir travaillé dans la restauration, c'est vrai, on est content quand on prend rapidement notre commande et quand on nous sert rapidement. En revanche, je suis pas sûr que ce soit tout le temps le cas. On a plein d'outils, on a le ticket, on a l'écrit, on a le téléphone, etc. Mais est-ce que c'est la façon dont le client a toujours envie d'être servi rapidement? Moi je vois par exemple, on a des boulangers, on a des VTC qui sont clients chez nous. Franchement, les mecs, ils ont pas que ça à faire, quoi. Ils n'arrivent pas à uploader une note de frais le matin à 6 h du matin, à 4 h du matin, parce qu'ils commencent à faire un peu la partie admin avant de commencer leur business. En fait, soit ils attendent à ce qu'on leur réponde à 4 h du matin, j'en doute fort, soit ils reprendront leur ordinateur ou leur téléphone le lendemain matin et c'est ok, quoi, de leur répondre pendant 24 heures. Et on n'a pas forcément cette notion d'instantanéité. Donc je pense qu'on va y revenir. En plus, on a eu un échange avant la présentation avec Juan. Mais l'idée aussi, c'est de percevoir ce qu'attend le client de notre part. Et je pense qu'on a pas mal de leviers d'amélioration à faire. Je comprends cet indicateur. Je pense qu'on a pas mal de leviers d'amélioration à déclencher sur cette partie-là pour justement matcher les attentes du client, la perception de son problème avec le service qu'on doit délivrer derrière. Ouais, tu es finalement plus sur la qualité où tu dis versus la productivité. Pourtant, souvent les premiers éléments qui sortent, je veux dire, on en est tous confrontés au quotidien, c'est non, il faut que ça aille plus vite, il faut qu'on leur réponde, tu prends le contre-pied de ça. Et vraiment complet, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est non, mais la couverture horaire, oui, doit être là, mais finalement pas forcément dans sa réponse, et plutôt dans la capacité à y répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y réponde pas forcément le lendemain. Je sais que toi, c'est un des indicateurs sur lequel tu travailles beaucoup, c'est effectivement le First Contact Resolution, le fameux FCR. Du coup, tu vas l'attaquer comment? Comment tu vas dire, ok, par rapport à ça, d'ailleurs, et notre sujet, ok, on a l'IA qui peut nous aider à traiter ça. Comment ça s'améliore? Parce que, bon, soit on les forme et on les archi-forme et à la limite, on met même quelqu'un du produit en train de répondre aux clients. J'avoue que ça, c'est une bonne idée. Je crois que je vais le faire dans mon entreprise. Au moins, je pense que, je sais pas vous, mais j'ai bien envie de voir mes techs en train de répondre à des clients. Je pense que ça va me faire rire. Ou alors, tu as quand même mis des outils un peu d'IA pour faire ça? Et bien sûr, c'est forcément les deux.
Et quand on parle d'une dégradation aussi de la qualité parfois à certains de nos clients, c'est justement parce qu'il ne faut pas faire le choix de soit l'un soit l'autre. Ce n'est pas simplement 100% IA, soit 100% client. Les deux, ils peuvent fonctionner vraiment ensemble. Quand on laisse un des deux tout seul, bien évidemment, soit le client n'est pas content parce qu'il ne parle jamais avec un humain, soit il parle qu'avec des humains, mais qui n'ont pas forcément tous les outils nécessaires pour pouvoir répondre vite et bien. Donc nous, de la façon comme nous on l'agit, justement, on suit vraiment de très très près ces temps des réponses, des premières résolutions à la première réponse. Et pourquoi? Parce que l'idée, en gros, c'est que l'agent puisse avoir pas seulement tous les outils nécessaires pour pouvoir faire son travail bien et vite, mais seulement aussi qu'elle puisse avoir tous les infos, pas seulement les outils. Donc c'est là où vraiment on rejoint tout ça. Et avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on arrive à faire de la même façon? C'est que quand il y a un appel qui arrive ou un ticket qui arrive tout simplement, de premier coup d'œil, l'agent il va réussir à avoir le maximum d'informations possibles de son client. Pas seulement, comme on a dit, par exemple, l'état de mort, les résumés de l'appel ou quoi que ce soit, mais aussi il va voir tous les détails de son compte, de son produit, de ses factures, dès le premier coup d'œil. L'agent a son client au téléphone, il vient de répondre, et déjà on va identifier le client, on va voir les détails, et il pourra, bien évidemment, le plus rapidement possible répondre à son client et résoudre les problèmes dès la première réponse, parce qu'il y aura beaucoup plus d'informations. Une réponse contextuelle, tu es vraiment dans le contexte. Je sais que c'est un des points qu'on avait typiquement sur la nouvelle interface qu'on a développée, c'est comment avoir d'un côté finalement la capacité d'avoir les dialers, les appels, mais de l'autre côté toutes les données. Le problème c'est comment tu fais pour choisir quelles sont les bonnes choses à afficher, parce que sinon tu multiplies les écrans à l'infini quoi. Non mais bien évidemment, c'est là où l'intelligence artificielle par exemple, il va nous dire dès l'appel ou dès la création de ticket, même chose, il va déjà nous aider à nous donner l'intention de ticket ou de l'appel du client. Avec les contextes de l'échange, de premier échange ou simplement de contenu de message du client, l'intelligence artificielle va nous dire, lui, il a un problème avec un produit généralement. Ou il veut acheter quelque chose. On en revient à l'analyse des mots-clés que tu peux avoir dans toute la partie support. Et pas seulement des mots-clés, mais vraiment l'intelligence artificielle arrive à nous faire une analyse du contexte de la même façon. Okay. Donc, et là, avec ça, on peut orienter déjà la thématique. Par exemple, ici un ticket, seulement avec la création de ticket, on va pouvoir l'orienter vers les bonnes équipes, parce qu'on sait déjà quel va être le contexte, peu importe comment le client l'a créé, et aussi quelles informations affichées qui vont être liées à ces contextes. Johan, toi le fameux FCR, comment tu l'as attaqué ce sujet? Ouais. Complexe hein? Ouais, hyper intéressant. Alors on le traque pas trop nous. On le traque pas trop. En revanche, c'est extrêmement vrai en tout cas, je suis extrêmement aligné avec ce que tu dis, Juan. C'est la contextualisation en fait, la demande du client, l'intention du client. Aujourd'hui, pareil, hein, on a sur notre droite plein d'indicateurs où en est le client, et puis derrière, on essaye en fait de voir quelle est l'information la plus importante à attraper pour répondre au client, quoi, en gros. Donc, est-ce qu'il a ouvert son compte pro, est-ce que la facturation il est à jour, voilà, plein de choses comme ça. Est-ce que le client a d'autres conversations en cours, est-ce que bon voilà, et derrière on doit analyser hyper rapidement l'intention du client, sa situation, et puis derrière répondre de la meilleure manière possible. Et ça, pour moi, effectivement, un sujet comme l'IA, en tout cas l'IA, c'est un outil qui permet de gagner du temps. Ouais, non seulement on va plus vite, mais ça va être le deuxième sujet, c'est qu'on améliore la qualité, quoi. Mais enfin moi, quand j'entends qualité, d'ailleurs j'ai teasé au tout début, c'est que j'entends un peu tout et n'importe quoi. Alors le fameux monde idéal, ou ok, c'est quoi pour vous la qualité? Ça serait quoi, tiens, Johan, que t'étais dans le premier, finalement il nous dit oui, l'expérience client devient ok, la plus importante, mais ça revient, hein, c'est quoi la qualité? Comment toi tu vas la définir? Comment toi tes équipes tu vas les piloter? Et à nouveau finalement, ok, là, ça a changé dernièrement, l'IA t'a apporté quelque chose? Oui. Pour moi, alors deux choses. Déjà sur premier point, la qualité, effectivement. La qualité pour moi, c'est déjà que le client parle à la bonne personne, qui a la bonne compétence. Et ça, franchement, on a un vrai problème hein, dans l'industrie dans l'industrie comptable, gestion financière, hein, parce que
Il suffit que tu saches pas ce qu'est un grand journal parce que tu as recruté une personne qui sait pas du tout de quoi on parle. En fait, ça y est, ton client, il a déjà drop, quoi, en gros. Donc déjà, avoir la bonne compétence en face de la bonne question. Et derrière, effectivement, deuxième chose, c'est aider les équipes à soustraire un peu toute cette partie investigation, bruit, de recherche, de contextualisation, etc. et les booster pour vraiment se concentrer sur le client. Donc c'est ça la qualité en fait, c'est se concentrer sur le client et se servir d'outils tels que l'IA, justement, avec tous les mots-clés, etc. pour justement éviter de perdre du temps sur le corps de la réponse, mais plutôt aller au-delà. C'est ça la qualité. Ok, j'entends. Ça me fait penser au Graal et ça sera le troisième point sur lequel on voulait aborder aujourd'hui. C'est finalement, bon, l'IA, faut bien se souvenir, hein, à la base c'était quoi? C'était grosso modo vous injectez tout un tas de données et l'IA était capable de vous dessiner un pattern. Je vais vous donner un exemple très concret hein, de première utilisation de l'IA. Certains d'entre vous peut-être le connaissent. C'était Miko qui disait ok, j'ai mes ventes de glace des 10 dernières années par jour, j'injecte ça et il y a une IA qui a fait une corrélation claire entre la météo et la vente de glace. Et donc Miko a pu comme ça régir complètement sa flotte. Avant l'IA c'était ça, après on a inventé effectivement l'IA générative qui a été capable de finalement produire, donc d'améliorer la qualité, de pousser les meilleurs contenus et puis d'analyser aussi, parce que finalement quand elle est capable de générer du contenu, ça veut dire qu'elle est capable de l'analyser, donc on parlait de tous les mots-clés. Moi je reste quand même sur un peu sur cette... je sais pas, sur cette attente. Rappelez-vous, dans les industries, ça fait maintenant quelques années qu'ils en parlent, c'est-à-dire qu'ils ont de l'analyse prédictive. C'est-à-dire qu'ils savent, ils se disent, tiens, cette machine-là, elle va casser dans tel moment. J'ai eu la chance d'aller travailler, par exemple, dans les usines Peugeot, et vous ne pouvez pas arrêter une chaîne. Donc il va falloir le faire au bon moment. Et donc ils étaient capables de prédire. Et là je me dis ok, en B2B et dans la relation client, bah, c'est ça aussi qu'il va falloir arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de détecter, même avant que le client finalement pose la question, de dire ah oui, là il y a un souci, en fait on va commencer à aller. C'est toujours un rêve ou on arrive à s'approcher de la réalité? Non, non, sincèrement on y vient. Hein. Enfin, je pense que dans toutes les industries il y a une saisonnalité d'une certaine manière. Donc il y a des grands rendez-vous pour nos clients et ces grands rendez-vous en fait il faut savoir les anticiper et c'est aussi ça la qualité en fait, c'est être aidé pour justement être là pendant les grands rendez-vous du client quand il va nous solliciter sur des choses qui sont importantes et quand il va nous solliciter sur des choses qui sont moins importantes. Pour moi c'est ça la qualité en fait, c'est là être au rendez-vous quand il le faut et on a tendance à être un peu en décalage avec les équipes et c'est là où en fait où l'IA comme le disait Juan sur la partie prédictive est un bon outil quoi. Et Juan, alors tu sais me détecter quand nos clients vont avoir un problème? Oui, mais non, bien, ça serait idéal forcément de pouvoir détecter quand un problème va arriver avant même qu'il arrive ou quoi, et qu'il donne quoi que ce soit comme information. Mais bien évidemment, là où l'IA va nous aider, c'est justement, il va commencer à nous donner des informations en temps réel de l'humeur de clients quand ils vont continuer à nous contacter. Bien évidemment, quand on va voir que des clients commencent à nous contacter un peu énervé, un peu plus énervé, forcément quelque chose est en train de pas forcément bien tourner, on va le dire comme ça. L'IA va nous donner aujourd'hui, nous on a par exemple des tableaux en temps réel qui vont nous montrer l'humeur des clients qui sont en train de nous contacter et les sentiments et l'analyse de l'intention. Donc en temps réel, nous on est en train de voir les différents appels au ticket qui commencent à être créés. On dit voilà, l'humeur de nos clients est en train de descendre, d'échanger d'un humour assez neutre ou tranquille, ils sont en train d'être un peu énervés. Qu'est-ce qui se passe? On regarde les retours en temps réel des intentions, même avant de traiter les tickets. Ils sont en train d'arriver. On peut voir, on a dit, ah, cette intention, par exemple, un problème plateforme ou quoi que ce soit, on voit que certaines intentions commencent à monter. On peut immédiatement prendre là-dessus, communiquer avec nos clients, et dire, ok, on voit que certaines choses sont en train d'arriver, on envoie une communication à nos clients, on analyse, mais on a la possibilité de stopper les choses bien avant, comme avant qu'on puisse installer l'IA, par exemple. Forcément, on attendait que nos agents répondent ou traitent tous les tickets ou tous les appels qui arrivaient et que les agents lèvent la petite alarme et dire attention, on a des clients qui commencent à se plaindre de quelque chose, on va regarder. Mais on a perdu des minutes ou des heures totalement précieuses. Aujourd'hui, l'IA nous aide à détecter tout ça vraiment en temps réel.
la transcription, un exemple très clair, effectivement. Donc sur Ringover, on a bien évidemment Ringover pour la partie vocale avec un Power, sur la partie intelligence artificielle, connecté directement à tous nos outils, au Salesforce, Zendesk et compagnie. Et le simple fait de pouvoir avoir directement la transcription de tout l'appel, avec les sentiments et les next steps à suivre, qui sont directement transcrits sur nos outils de CRM, sur un ticket, avec les résumés, et que l'IA nous dit directement, voilà, vous avez parlé ça avec ces clients, les prochains pas que vous devez faire, c'est ça, on vous conseille de faire ça et ça. Contactez, regardez avec vos équipes techniques, etc. Ça, forcément, quand les clients raccrochent au téléphone avec l'agent derrière qui va reprendre ces tickets, il n'a même pas besoin à nouveau de réécouter l'appel ou de demander à la personne qui l'a pris au début, attends, qu'est-ce que tu as parlé avec lui, on est resté en quoi? On n'a même pas besoin d'écouter l'appel. Simplement, on a la transcription, on a les next steps qui sont déjà prédéfinis par l'IA. L'agent continue. Les services, les clients, il sait qu'il est connu, il sait qu'il est reconnu. On ne peut pas, et vous le savez vous tous, si vous travaillez sur les services à la clientèle, on ne peut pas se donner le luxe dès que les clients croient qu'on ne les connaît pas quand ils nous appellent. Il n'y a rien de plus énervant qu'un client, à chaque fois qu'il contacte un service client, il ne les reconnaît pas. Il ne sait pas quel est son problème, on ne sait pas qui c'est. Forcément, peu importe l'agent avec qui il va changer, de toute façon, le résumé est là, les steps sont là, toute la transcription, tous les détails, les sentiments qu'il avait au début, et on peut même identifier les sentiments d'un client qui a commencé à nous contacter, il était énervé, et à la fin de tout l'échange, il était content, il était dans un état neutre, on peut voir toute cette évolution aussi. Tout ça, ça fait partie, bien sûr, de la qualité. Ouais, j'ai quand même un petit sentiment aussi, alors même si je me considère comme un transhumaniste vraiment quasiment radical, je me dis ouais mais l'humain là-dedans, et par contre je me pense qu'il y a un élément qui doit ressortir, c'est finalement vos boucles de rétroaction. Donc c'est-à-dire tu utilises beaucoup d'outils, tu dis ok, et quel est le contrôle qualité que tu vas mettre derrière? On l'a dit, ok, on va améliorer la productivité, ok, pas de débat. Tu nous as d'ailleurs dit, moi c'est pas en fait la notion d'immédiateté, c'est vraiment la qualité de réponse que tu as évoquée. Donc en termes de, finalement on switch de la productivité à une qualité, maintenant on passe sur de la prédiction. Mais comment vous le contrôlez tout ça? Comment finalement, même avec l'IA, on peut arriver à avoir des boucles de contrôle? Est-ce que tu as une équipe, toi par exemple, dédiée qui va vérifier la qualité un peu de tout ce système? Ou pour l'instant on est dans l'autonomie? On est quand même assez jeune, donc on n'a pas d'équipe dédiée. En revanche, on a responsabilisé nos managers sur cette partie-là. Comme je le disais juste avant, on essaye de beaucoup capitaliser sur ces informations pour mailler avec les autres départements, les départements tech, les départements produits, marketing, etc. Et faire en sorte de partager l'information, qui est une information qui vaut de l'or. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour c'est vrai qu'avec la transcription plus l'analyse, au moins tu peux la véhiculer, quoi. Quand tu as un client qui te fait un wow effect en plein call, tu es censé le partager, même à ta hiérarchie, c'est toujours intéressant d'avoir des wins aussi dans l'équipe et de faire en sorte que l'équipe support soit aussi reconnue. Donc oui, effectivement, c'est plutôt ça. Nous, de notre côté, comment on relaie déjà cette information, on la partage et on s'en sert à tous les niveaux et on vérifie qu'elle soit adéquate par rapport aux objectifs des autres équipes aussi, quoi. Ok, j'entends. Pareil, boucle de rétroaction, comment tu fais? C'est bien beau l'IA, mais c'est out les humains ou on a encore un peu de place? Non, justement, effectivement, chez Ringover, on a une équipe dédiée à la qualité et à l'analyse, à l'audit de tous les échanges qu'on a avec nos clients. Soit les échanges qui fait l'IA, bien évidemment aussi, mais aussi les échanges de comment nos agents, ils interprètent et ils utilisent l'IA chez nous. Donc on a une équipe dédiée, par exemple, qui va faire des audits directement des différents appels, des différents tickets, des différents échanges qu'on a eu avec les clients, des réponses que l'IA a données, par exemple en amont parfois aussi, parce qu'il faut savoir que l'IA aujourd'hui aussi va nous aider sur l'accusé de réception. Quand quelqu'un va créer un ticket, en accusé de réception, directement le client il va déjà recevoir des possibles solutions à son problème, même avant qu'un agent le contacte. Donc en attendant que l'agent le contacte, déjà le client il aura au moins ses premières réponses selon l'analyse de ticket. Donc toute cette analyse, bien évidemment, des différents échanges d'agents, de l'IA, de la voix, de la transcription, on a toujours une équipe dédiée, nous en tout cas, et qui est en train d'analyser tout ça pour toujours l'améliorer. Donc on a encore un peu de temps, un peu de place. Parce que moi je sais que mes enfants aimeraient bien tout automatiser, hein, même leur contrôle, mais heureusement
encore besoin d'un peu d'humain. Merci pour ces éléments-là. On vous laisse là les éléments pendant qu'on prend les questions sur Penny Lane. C'est une société effectivement qui a quand même qui est un beau parcours. Tu l'as dit, hein, très belle croissance, un nombre d'appels en plus impressionnant sur le service. Intéressant le fait de l'avoir en plus typiquement orienté sortant, disant ok, on va vous appeler pour vous aider. Il y a quand même besoin d'avoir toutes les infos et tout ça. Et déjà, on va passer à une phase de questions. Est-ce que je leur ai posé toutes les questions auxquelles vous avez pensé ou est-ce que vous en avez des spécifiques? Dites-nous. Ou est-ce que ça y est, on est en pleine mode digestion et là, c'est fini, là. Il va falloir prendre un café pour réveiller? Ou est-ce que c'était clair? C'est toujours la même question que je pose, c'est quelle est la question que je n'ai pas posée? C'est bon? Vous savez utiliser les différents outils? Vous êtes prêts à vous transformer aussi également? Il y a toujours mieux. Ça va. C'est un sujet qui évolue à vitesse grand V. Moi, j'avoue que je suis rentré typiquement chez Ringover au mois de septembre de l'année dernière. La première chose que j'ai analysée, c'est ok, vous en êtes où? Vous, comme tout le monde, vous êtes réveillé il y a 6 mois, quoi, ou ça fait quelques années en fait que vous posez la question? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire, bah, en fait, c'est le LLM, Large Language Machine, qui est intéressant, mais bon, en fait, l'IA, ça fait déjà des années qu'on en parle. J'évoquais le cas de Miko tout à l'heure. Dans les cours que je donne aussi, on en parle énormément, mais il y a toute une chose. Maintenant, c'est comment on va l'exploiter, comment on revient finalement à l'amélioration de l'être humain. L'expérience client, on ne doit pas la faire disparaître finalement, on doit la repenser avec les bons outils. Non pas, on l'a vu, et ça effectivement, je suis assez convaincu comme toi, c'est pas forcément en termes de productivité, tout de suite, ok, très bien. Mais c'est plutôt en termes de qualité. Bien sûr que si on peut répondre tout de suite, et il y a des bots, et à la limite, quand on injecte tout dans une IA qui peut répondre tout de suite, bah, autant y aller. Mais finalement, c'est l'aide à tout le service que tu vas mettre derrière. Donc vous le savez, Ringover fournit une solution où on va pouvoir exploiter tout ça. Mais je pense qu'il est là l'élément. C'est comment aider nos équipes à se transformer. On discutait ce matin avec Orange, j'ai eu la chance de participer à une table ronde avec les patrons d'Orange et on était tous d'accord, c'est-à-dire que les tâches à faible valeur ajoutée, bon merci, au revoir, on n'en a plus besoin. Maintenant il va falloir passer à un autre niveau, il va falloir s'équiper des bons outils. Par contre je me souviens, quelqu'un m'a toujours dit, ok, mais le problème c'est qu'on peut trouver des outils pour tout, quoi. Et je me souviens de ta phrase, vous voulez des outils pour faire n'importe quoi, vous allez trouver. Vous trouvez des outils qui vont vous aider à vous améliorer sur un sujet et vous dites, ok, là on attaque, on y va, là on sait qu'on a effectivement de la qualité à trouver et on est prêt à changer. Là on peut en discuter ensemble. En tout cas, je serais ravi. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir. Sinon, je vous passe le micro. Et en tout cas, ce fut un plaisir pour nous. Pas de questions? Ah bah je vais vous lâcher alors. Merci beaucoup. Merci, merci messieurs, dames. Merci.